entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Quand on entre dans le fort de Brendunk, on ressent la terreur qui s'y est passée. Le corps de la terreur était dirigé par le commandant Schmidt et son chien Lump. Ceux-ci étaient prêts à intervenir en cas de problème avec les prisonniers. Nous voyons les douves qui ont été creusées par des ouvriers. La terre de celle-ci recouvrait le fort pour le rendre invisible. Il ne faut pas oublier que ce fort appartenait à l'armée belge avant 1940. Maintenant, les douves sont remplies d'eau. Les miradors sont de grandes tours où les soldats allemands se positionnaient pour surveiller et parfois tuer les prisonniers qui essayaient de s'échapper. À l'arrivée dans le fort, les prisonniers étaient placés devant un mur et attendaient plus ou moins 1 heure et demie. Les gardes leur apportaient des habits usagés qu'ils enfilaient. Ils travaillaient avec et les gardaient tout le temps. Les soldats allemands obligeaient les prisonniers à enlever la terre pour la mettre derrière les fils barbelés et ainsi cacher les horreurs qu'ils faisaient subir aux prisonniers. Certains prisonniers mouraient parce qu'ils les faisaient trop travailler. À longueur de journée, ils devaient tirer des chariots avec de la terre, des pierres. Des Allemands les surveillaient. Ce camp pouvait contenir 600 prisonniers. Les chambres pouvaient contenir 48 personnes. Les lits étaient constitués de 3 étages. Ceux qui dormaient en haut avaient l'humidité du plafond. Ceux qui dormaient en bas avaient le froid du sol. Et à cause du manque de nourriture, certains avaient des troubles intestinaux. Ils mangeaient le matin, à 5h30, 2 tasses de café de gland torréfié et 125 g de pain, pas très frais. À 15h30, 1 litre de soupe claire, eau chaude avec quelques légumes. À 18h, 2 tasses de café de gland torréfié et 100 g de pain. Une fois par semaine, ils avaient un petit extra, comme une cuillère de marmelade. Le chien Lump était mieux nourri que les prisonniers. Les colis de nourriture de la Croix-Rouge étaient donnés aux cochons devant les prisonniers. Beaucoup de jeunes résistants sont morts dans le fort. Voici le nom de 8 jeunes gens: Dourel, Calombet, Cardier, Lehoucq, Hautaine, Oudy et Patron. Pour les faire parler, on torturait les résistants. Il y avait un crochet auquel on suspendait les prisonniers. Celui-ci avait les bras liés, tendus par derrière, jusqu'à la hauteur de la tête. On les faisait monter à 3
3 mètres, puis on les lâchait sur une poutre en bois. Il y avait une rigole pour évacuer le sang. Ils brûlaient les résistants avec une barre de fer mise au feu. On réveillait les évanouis avec de l'eau glacée. La porte était toujours ouverte pour que les prisonniers entendent les cris de douleur. Les résistants étaient attachés à des poteaux en bois et les Allemands les exécutaient à l'aide de leurs fusils. Certains n'avaient pas froid aux yeux et osaient chanter face aux fusils des Allemands. Les tireurs étaient parfois perturbés par la force et le courage des résistants. Voici quelques petites histoires que nous avons retenues. Un homme est arrivé et les Allemands lui ont dit d'enlever sa bague. Mais il n'a pas pu l'enlever. Alors, les gardiens lui ont dit que c'était sa bague ou son doigt. Ils ont commencé à couper son doigt. Pour finir, il a réussi à l'enlever. Les Allemands avaient donné la charge à un prisonnier de nettoyer les douves. Le prisonnier, assis dans une barque, se dirigeait avec un grand bâton. Sa barque a viré à droite avec le vent. Un tireur d'élite a tiré une balle dans sa direction et a atteint le cœur. Un homme ne travaillait pas assez vite parce qu'il avait de l'asthme. Un garde l'a enfermé et l'a oublié. 2 policiers SS avaient parié une bouteille de cognac à celui qui tuera le plus vite un prisonnier. À son réveil, son premier geste fut d'en tuer un. C'est le gardien Boots qui gagna le pari. Nous espérons ne pas vous faire revivre trop de mauvais souvenirs. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Georges Dumoulin, je suis né à Bruyères et j'habite toujours Bruyères. Racontez-nous votre rôle au début de la guerre. Au début de la guerre, j'étais brigadier au fort de Baptiste. Et puis, que s'est-il passé? C'est-à-dire que le 9 mai, les causés sont rétablis. Une grosse moitié de la garnison part à Echteren, dans l'Aube ou au corps. Ils y étaient. Où étiez-vous prisonnier? Sur la Canard, en Prusse orientale. Pouvez-vous situer l'endroit en Allemagne? C'est la Prusse orientale, c'est très loin d'ici, ça. C'est à la frontière russe, quoi. Dans quoi étiez-vous logé? La première année, j'étais dans la corps de travail à Neukourен. C'est là que les Allemands voulaient faire la grotte, école pour l'aviation. Et alors, mais en janvier 1941, nous sommes rentrés au Stalag parce que les Flamands sont rentrés en Belgique. Et alors nous avons continué, et moi je suis allé dans une ferme à Friedland, du côté de Friedland. Dans
C'est une grosse ferme. La ferme, nous étions dans un grand village, à Ortestein. Et là, il y avait 5 fermes, 5 grosses fermes. Et il y avait le bourgmestre, il y avait tout. Hein. Et alors, nous étions, tous les prisonniers étaient ensemble, puis le bourgmestre. Mais alors, les fermiers se sont disputés, et puis nous avons été pris, chacun à sa ferme. Comprenez? Nous étions hébergés. Et nous avions un adjudant qui venait nous voir de temps en temps, nous contrôler, quoi. Mais le soir, quand nous étions à la ferme, parce qu'on avait mis des grillages aux fenêtres, et le fermier venait nous boucler, nous fermer la porte à clé, il ne fallait pas qu'on s'en aille. Oui, je ne suis pas resté longtemps encore, hein, parce qu'on nous faisait aller travailler. Ou quand il n'y avait pratiquement rien à faire pour tout le monde, quoi. Voilà, nous étions 4 prisonniers. 4 prisonniers. Moi, une Belge et 3 Français. Alors il y avait c'était, les jeunes étaient tous partis aux choses à la guerre. Et un jour, j'étais occupé, j'avais des 4 chevaux à soigner, moi. Et un jour, matin, j'entre à l'écurie. Et je vois qu'il y avait un jeune Allemand qui me volait la vanne, parce qu'on distribuait la vanne, le chef donnait la vanne tous les jours à midi. Dans une petite musette, on avait autant de la vanne pour ces 4 chevaux. Et j'entre un jour avec l'écurie, moi je vois qu'un jeune me volait mon vanne pour mes chevaux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné un point. C'est bien, ouais. Dans la gueule, un point dans la gueule. Alors il pleurait, le jeune, il avait 17 ans. Et puis alors j'ai été renfermé la journée dans le château. Et on m'a questionné. Et moi, je disais que c'est ce qu'il y avait. Et puis alors il y avait le père de ce jeune-là qui était venu, que c'était le contre-maître. Et je puis dire, voilà, ce que Woup déclare en allemand, c'est que Woup c'était le contre-maître. C'était le Reinegif, c'est du véritable poison. Alors, le fermier, il a dit, ben maintenant c'est fini, vous êtes tous d'accord, et voilà. C'est le jeune homme qui volait la vanne, 15 jours après, il partait en Russie, à la guerre. Et 3 semaines après, on recevait déjà, la famille recevait un billet, il était mort déjà. Combien de repas par jour aviez-vous? On avait, c'est-à-dire en hiver, on avait 3 repas, matin, midi et soir. Mais en été, comme on commençait tôt, on avait le matin, et puis à 9 h, on avait une petite tartine de pain noir, avec un morceau de fromage ou quelque chose. Puis à midi, on avait le dîner, enfin c'était le dîner. Et puis à 4 h, on avait un petit morceau de pain encore. Puis le soir, on soupait à 7 h. Comme j'ai travaillé à faire de nouvelles routes là, à Neukölln, là, dans le champ d'aviation, dans l'école d'aviation, et là, celui qui nous dirigeait, eh bien, nous apportait des petites gaufrettes chaque jour. C'était très gentil. Mangez-vous à votre faim? Oh non. Oh non. À la ferme, oui, parce que on pouvait prendre ce qu'on avait trop peu. Hein. En tant que prisonnier, est-ce que vous vous entendiez bien les uns les autres? Les prisonniers ensemble? Oh oui, on s'entendait très bien. Comment étaient les chambres à coucher? Où ça? En Allemagne? Oui. C'était pas très bien, c'était des camps.
à la ferme, nous étions dans une partie de maison. La moitié de la maison, c'était la forge, et nous avons l'autre partie. Nous étions 4 habités là-dedans, mais c'était pas très chouette, hein, des lits en bois, sur la paille. Donc vous dormiez sur la paille. Ouais. Combien de bâtiments y avait-il? Où ça? Où tu étais? Où vous étiez? Oh, des bâtiments. Ben, il y avait le château, où la fermière habitait avec son mari et sa maman et son fils. Tout autour, il y avait les écuries, les étapes, la grange. Et puis, autour encore, il y avait les maisons des ouvriers. Donc les tentes. À quelle heure vous leviez-vous? Ben, à la ferme, c'était suivant parce que les jours étaient longs en été et courts en hiver. Donc, à la ferme, nous travaillions en été jusqu'à 11 heures par jour. Hein. Mais alors, en hiver, en décembre, nous ne travaillions que 5h30 à cause que les jours étaient trop courts. Que faisiez-vous durant la journée? À la ferme, on travaillait dans les champs. Pourquoi? On faisait la moisson. Parce que c'était des grosses fermes. Que faisiez-vous le soir? Ah, le soir. On rentrait au corps en hiver. On avait beaucoup de temps libre. Et alors, dans la piole, qu'on appelait ça la piole, la chambre, ben, nous étions 4. Ma mère, j'ai 3 Français qui étaient prisonniers en Allemagne. Enfin. À quelle heure alliez-vous dormir? Ça dépend. Toutes. Hein? Toutes. Ah, on allait souvent tôt, mais en été, on allait assez vite dormir parce que c'était dur le travail. Mais en hiver, on avait le temps. Qu'est-ce que tu dis? Que mettait-on à votre disposition pour votre hygiène personnelle? Pas grand-chose, malheureusement. Quand on était au camp de travail, ben, on savait comment on pouvait. Et voilà. Combien de fois pouvait-on se laver par jour? Ouf. C'est ça, déjà, on s'en va bien. Pas beaucoup de fois. Hein. On se lavait un peu quand on pouvait, le mieux possible. Comment était l'eau? L'eau, elle était comme ici. Point de choses. Comment? Point de choses. Oh, ben, ça dépend. Tu la faisais chauffer quand tu pouvais. Moi, ça avait comme froid. Hein. Comment étiez-vous habillé? Nous étions habillés en soldats, comme nous étions au fort. Mais alors tu sais, on est arrivé à Venise, et alors on recevait de la Croix-Rouge canadienne, on a reçu beaucoup de vêtements pour les Belges. Des petites histoires amusantes à nous raconter. Écoute, à la ferme, nous étions 4 à la ferme. Et alors, nous étions avec un Français qui était un distillateur. Et alors il dit, écoutez, nous allons faire du schnaps, du genier. Et alors, nous avions pris une cruche, une grande cruche, puis on avait démoli un tracteur.
extracteur pour avoir les serpentins. Et il avait mangé une pour distiller, quoi. Et un jour, il y avait Maurice Frog de Valdieu qui était dans la ferme à côté, qui était venu voir comment ça se faisait. Et voilà, à un moment donné, on a entendu un cric-crac dans la porte, on ouvre la porte. C'était l'adjudant qui faisait sa tournée. Alors, il dit ça, Schnaps, c'était comme ça, Schnaps. Schnaps, c'est genier. Schnaps, c'est genier, hein. Oui, oui. Et pendant que je m'écanne, le goûter. Il dit, ah, mais tu veux goûter. Alors nous l'avons saoulé, de commencer à goûter, mais c'était du 90 degrés, et puis alors ça diminuait. Nous l'avons saoulé. Et puis alors, il s'est couché dans mon lit, moi j'ai dormi à terre cette nuit-là. Il avait son ceintureau et son revolver qui portait à notre lit. Nous sommes allés travailler la journée, et le soir il était toujours là. Mais alors il est parti. Il nous embêtait parce qu'à peu près chaque semaine, il lui fallait un litre de chenet. Il a cherché la mort. C'est-à-dire que j'avais reçu un manteau canadien que j'avais réservé pour la fin. Quand nous avons été libérés à Storp en Poméranie, ben, je me dis, maintenant, ma vieille capote, je la laisse là, et même ma capote canadienne. Il y avait fait quelques mètres qu'un officier russe à cheval m'a déshabillé pour avoir ma capote. Et puis alors, j'en ai besoin, il faisait très froid, hein. C'était au mois de janvier. Et alors, j'ai déshabillé un Français qui était tombé là sur le côté de la route, qui était mort. Hein. Et je suis revenu avec sa capote, avec du sang dessus, comme je suis revenu ici avec cette capote-là. Comment avez-vous été libéré? Ah, on avait été libérés. Les Russes arrivaient. Et alors les SS nous ont fait partir de la ferme, de la grosse ferme où nous étions. Et moi je suis parti avec deux choses. Une Telek c'était leur fameuse charrette à 4 roues. Et je suis parti avec la patronne et sa maman et son fils, Günther. Parce que notre paysan, celui qui nous commandait, était allé en Norvège en occupation parce qu'il manquait d'hommes. Et alors nous étions là à la ferme. Le patron de la ferme était en Norvège en occupation. Je suis parti avec la patronne et sa maman et le Günther, le petit, 2 ans et demi, et une Telek. Et puis alors nous sommes partis vers Heiligenbeil pour la carte pour voir un peu là. Et là, il y avait la glace, et nous avons fait 12 km sur la glace. Et la glace c'était, hein. Et la nuit, voilà que, parce que l'armée avait fait les choses, les tracés où nous passer. Donc il y avait une place pour l'armée, et puis pour les civils, quoi. Et puis il y avait des choses mises qu'on ne pouvait pas, hein. Mais il y avait un char qui avait été trop fort à droite et il était basculé dans l'eau. Alors nous avons passé la nuit. Et cette nuit-là, à un moment donné, on criait une lampe, une lampe, une lampe. Et moi j'avais une lampe tempête parce qu'on savait bien ce que c'était. J'avais une lampe tempête, vous savez ce que c'est une lampe tempête, hein? Une lampe d'écurie, quoi. Et alors je me présente, le mec, je vais prendre mon Renault, moi, ma lampe, je ne me donne pas rien à faire. Et comme il se sentait déjà petit, alors j'ai assisté à un accouchement dans une Telek. Le petit garçon aîné, il était mort. On l'a déposé sur la glace. Et le lendemain matin, on a dégagé
la télé qui était dans la glace et nous sommes partis. Nous sommes restés. Et puis alors, on était arrivé au bord du Néron. Moi j'ai dit à la papa, moi je vais sur le Néron, je ne veux plus continuer sur la glace parce qu'il nous faisait continuer à suivre la glace. Mais c'était trop dangereux. Parce que l'armée, les Russes nous pilonnaient tout le temps. Le Néron, qu'est-ce que c'est ça? Le Néron, c'est Frise Néron, c'est une borde de terre, il faudrait la carte, une borde de terre dans la Baltique qui est qui nous conduit à Gdansk, en Poméranie. Voilà, et nous sommes arrivés à Gdansk comme ça. Je parle de Gdansk, on faisait partie par ici. Nous sommes à Poméranie, et à Strop, nous étions dans une grosse ferme château. Et là, nous avons été rattrapés par les Russes. Et puis alors? Et alors, nous c'était, à Strop, était avec trois Français, et on dit, on discutait avec qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va vers l'Allemagne, on dit, on va retourner vers la Pologne. Et nous sommes partis vers la Pologne. Et alors, j'étais à peine parti de quelques mètres qu'un Allemand me prend ma capote. Et puis alors, nous sommes arrivés à Varsovie, qui était tout à fait détruit. Bon, ben, à Varsovie, et puis nous sommes arrivés à Roberto Fraga, où les Russes c'était dans un corps. Et alors nous étions 42 Belges. Et heureusement nous étions avec un officier belge qui habitait Louvnier, qui était déjà là aussi. Et lui avait appris quelques mots de russe, de polonais quoi. Et nous sommes partis vers la Russie, nous sommes partis en Russie. Et à ce moment-là, on a arrêté notre wagon et nous étions sortis. On ne pouvait pas aller trop loin, parce que l'officier belge, il parlait avec un officier russe qui avait été à Paris. Et alors, l'officier belge dit, ben, écoute, nous n'allons pas vers la Sibérie, c'est pas mais ce n'est pas notre chemin pour rentrer. Mais l'armée russe, il fallait la voir, parce que c'était dans l'armée. Alors l'officier russe qui dit qu'il ne connaissait pas, ben, moi je vais en Roumanie avec un camion de munitions, avec un char de munitions. Je veux bien arrêter votre wagon derrière le couloir, mais à chaque jour, c'est un Russe qui était armé, qui nous gardait, quoi. Et nous étions dans ce wagon-là en bestiaux. Hein. Et arrivé à Jitomir, lui arrivait à l'est, et vers la Roumanie. Et il nous dit, voilà, maintenant vous arrivez vite à Odessa, et là vous serez libérés, quoi. Et alors à Jitomir, nous sommes partis, nous avons abandonné le wagon, et nous sommes partis. Et nous sommes arrivés à Odessa, vous connaissez Odessa, c'est un grand port de mer. Et à Odessa, il y avait déjà beaucoup d'Anglais là, quelques Belges et des Français, quoi. À Odessa, nous avons pris le bateau, la Rawa, qui s'appelait. La Rawa, c'est le nom du bateau. Et à Constantinople, vous connaissez Constantinople? Oui. À Constantinople, on s'est arrêté, tout le monde sur le pont. Et alors on dit voilà, on va passer la journée ici parce que les Allemands sont encore maîtres de la mer plus loin. Et il faudra tout le monde sur le pont, personne dans la cale, tout le monde sur le pont. Et on est parti de Constantinople et puis on va arriver à Marseille, quoi. Nous sommes arrivés à Marseille le 23 avril. C'était le colonel Ledor qui donnait les titres de congé. On avait droit à 3 mois de congé et 500 francs. Mais alors,
Joseph Closet était devant moi, et il a son titre de congé, et c'est 500 francs, et puis voilà. Et puis le colonel a dit, voilà, maintenant il est 5 heures, vous passez là dans la caserne, moi j'ai fini journée, à demain. Et le lendemain matin, à 9 heures, nous avons eu notre titre de congé et nos 500 francs. Et puis alors nous avons promené à Bruxelles. Nous avons d'abord été à la Banque nationale, parce que nous avions des Lagergeld. Les Lagergeld, c'était l'argent des prisonniers de guerre que nous touchions. Chaque mois, nous avions 12 marques, mais à Lagergeld. Mais tu ne savais quoi en faire. Hein. Alors nous sommes à 3, nous sommes allés à la gare, à la Banque nationale pour tâcher de changer notre Lagergeld. Alors nous envoyons à droite, à gauche, on nous faisait monter 2-3 étages, et puis on n'a pas su. Alors nous sommes partis promener en ville, à Bruxelles, et nous voyons sur un café Verviers, toi. Et donc, à une fenêtre, il y avait une ardoise. Vous n'aurez pas connu ça, les ardoises. C'était ce qu'on écrivait. Les touches. Qu'on écrivait dans le cartouche en pierre. Et sur l'ardoise, il était marqué taxi pour Verviers. Et on dit, on doit acheter, c'est l'affaire. Nous allons rentrer, on va tâcher de se faire ramener à Verviers. Mais alors, nous prenons chacun un verre de bière, qui ne coûtait presque rien avant la guerre, mais je ne sais pas combien ça nous a. Mais enfin, alors nous demandons si on peut nous coller à Verviers. Et la dame dit oui, je vais appeler mon mari. Et le mari arrive, et voilà, est-ce que vous pouvez nous coller à Verviers? Ouais. Combien ça va vous coûter? 1800 francs. Mais nous n'avions que 1500 francs, mais notre armée, hein, il n'a jamais voulu nous ramener. Alors nous avons dû attendre le soir. Nous sommes à la gare du Nord et il y avait une Micheline qui partait le soir avec des sur Liège, et Verviers, et qui ramenait des gens qui travaillaient dans le ministère à ce moment-là. C'était tout réservé. Comment? C'était tout réservé. Tous réservés. Mais nous étions tout assez, nous sommes rentrés dans la Micheline, et nous sommes mis dans le fond, assis. Et c'était réservé en tout ça. Nous n'avons jamais voulu bouger. Et nous sommes revenus à Bruxelles, c'était terrible. Nous sommes rentrés très tôt, nous, alors c'était pas organisé. En Liège, c'était beaucoup mieux. En Liège, nous avons volé, alors il a fallu la gendarmerie pour dégager la Micheline pour nous faire revenir à Verviers. Et à Verviers, c'était terrible. On était déjà prêts pour recevoir les prisonniers de guerre. Alors à Verviers, je vois Noël Coutelier qui était rentré avant nous parce qu'il était malade, qui était de Verviers, qui était ancien du fort. Et il me dit, ben Georges, je vais te reconduire tout de suite, parce qu'il était boulanger. Elle avait une petite camionnette, je te reconduis tout de suite. Moi je dis, écoute, nous sommes 3. Il y en a, Closet était rentré la veille, et il y en a 2 de Charles, de Michel de Goth, et un autre, j'oublie le nom maintenant. Ça arrive à Bruyères, voilà. À Bruyères, il n'avait plus d'essence. Et c'est Jean Fassotte, le papa de Jean, le père Fassotte, qui lui a donné 5 litres d'essence pour continuer la tournée. Et à Bruyères, quand je suis rentré, je vois un gamin qui se présente à moi. C'était Louis Gélémo. Mais Louis Gélémo, il avait 13 ans, il était très grand. Mais quand il était parti, moi, il était tout petit, c'était le fils de l'instituteur Gélémo. Hein. Et alors, parce que à Bruxelles, quand j'ai rencontré un type qui était avec mon collège, qui était facteur pour faire, et qui était à Bruxelles. Et il me dit, on parle de Bruyères, il me dit, écoute, Bruyères est tellement arrangé, il y a un V2 qui est tombé derrière l'église, mais je ne savais pas ce que c'était un V2, mais
se traînait les trucs. Et je lui demandais ce qu'il y avait été tué. Ben, il ne savait pas ce qu'il y avait, mais il savait bien que c'était tout démoli. Alors je me dis, je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez ma soeur, chez Watley. Et en arrivant chez Watley, c'était ça, et Louis Gélémo, c'est pas Louis Gélémo qui m'a dit Georges, mais moi, je ne le reconnaissais pas parce qu'elle était trop vieux. Et alors, j'allais chez ma soeur, et même dans l'église, c'était des trucs, deux maisons étaient soufflées, il y avait tellement de dégâts, c'était terrible. Il n'y avait plus de carreaux nulle part, c'était tout rempli avec des choses, des planches, c'était formidable. Comment ont réagi vos amis, votre femme ou votre fiancé à votre retour? Moi, j'avais pas de fiancé, j'avais pas de femme, moi. Parce que il était jeune, il était de la classe 38 à Baptiste. Donc j'avais, en 38, j'avais 19 ans. La classe 38, puis la classe 39, puis la classe 40, puis c'est la guerre. Parce que j'étais jeune, je n'étais pas marié. J'habitais chez mes parents, à Vinard, ici, à Vinard, de l'autre côté de l'église, ici, à Royère. Et nous sommes arrivés vers 8 heures du soir à Verviers. Et là, à Verviers, j'ai Nicolas qui me dit, écoute Georges, je te reconduis tout de suite. Il était revenu plus tôt, il était boulanger à Verviers, sa femme était là, elle habite. Ça, et pas déjà chez passé. Oui, je suis passé. Il me ramène ici. J'ai dit, j'ai deux copains avec moi, ben, je vous ramène tous les trois. Puis, je suis arrivé à Royère vers 8h30, quoi, 8h20, 8h30, le soir. Et alors, de là, je suis allé chez ma soeur, voir ce qui se passait. Et puis, je suis reparti vers le Vinard, où j'habitais. Et il y avait... Mes parents étaient fort émotionné, hein, ça embêtés parce qu'il y avait un ancien voisin qui habitait à la chose, à Dijon, Mathieu Vieillois, qui avait entendu à la radio que j'étais à Marseille, que j'allais rentrer. Et lui est venu en vélo dire à mes parents, alors Georges rentre, il est à Marseille. Mais comme on a été enfermés, nos cartes à la chose, les parents étaient... C'était terrible. Quand je suis rentré, ben, moi je faisais partie de la JAC, la jeunesse agricole catholique. J'avais devant chez moi là, tout un tas de personnes qui attendaient pour savoir des nouvelles. Puis on a passé l'année à discuter. Moi je ne savais plus dormir, parce qu'il a fallu le temps pour se remettre, parce qu'on ne dormait plus trop. Alors on a passé. Alors voilà, j'étais rentré. Avez-vous déjà revu certains prisonniers? Oh ouais, j'en ai revu, mais maintenant, il diminue fort. Hein. Je suis revenu d'Allemagne avec 3 prisonniers belges qui étaient soldats au fort de Baptiste avec moi, que j'avais rencontré à Roberto Fraga, de Varsovie. Et nous sommes revenus à Carlisle. Joseph Kossé-Destocky. Nous sommes passés par Tournai, parce qu'à Cap, c'est